Victor Ferry, bonjour. Bonjour. Bienvenue sur Livre Noir et merci d'avoir accepté notre invitation. Et puis merci à vous tous qui nous suivez, comme chaque semaine. Eh bien, on est très heureux de vous avoir, de vous lire. Merci pour vos commentaires. Merci aussi de continuer à vous abonner et de continuer à parler de la chaîne à tous ceux qui vous entourent. Alors, Victor Ferry, comme toujours, nous commençons cette émission par une citation. J'ai choisi Rivarol, qui est un écrivain polémiste du XVIIIe siècle, voltairien dans sa jeunesse et plutôt monarchiste sous la Révolution. La parole est le vêtement de la pensée et l'explication en est l'armure. Qu'est-ce que vous évoque cette citation ? Ça m'évoque un très vieux débat en rhétorique entre la forme et le fond. Et donc, il se situe plutôt dans cette idée que le style, ce serait quelque chose de cosmétique, quelque chose qui permet d'habiller les choses pour bien les faire passer, mais que ça repose un peu sur du sable. Et donc, c'est pour ça que l'explication, c'est quelque chose qui résiste mieux aux attaques. Mais je m'inscrirai un petit peu en faux par rapport à cette citation, parce que je considère justement que le style, c'est pas juste un vernis qu'on met sur la parole, c'est quelque chose qui est très important, notamment tout le travail sur les images, le travail sur le rythme, le travail sur les rimes. En fait, finalement, c'est avec ça qu'on peut rendre les idées mémorables. Très bien. Alors, vous êtes un professeur, un formateur, également youtubeur, et vous parlez beaucoup, surtout, de l'art de la rhétorique. Et en particulier, j'ai eu la chance de lire votre ouvrage 12 leçons de rhétorique et puis de regarder vos vidéos. C'est passionnant. Alors, est-ce que vous pourriez peut-être, pour commencer, avant de vous présenter même, nous dire un peu qu'est-ce qui distingue un bon orateur d'un grand orateur ? En fait, ça, c'est le défi que je lance à mon public, que je lance aux lecteurs de mon livre, que je lance à tous ceux qui me suivent, à ceux qui nous regardent aujourd'hui. C'est qu'en fait, on peut assez rapidement atteindre un niveau où on est capable de bien parler en public, où on a un bon style, où on est capable de structurer notre discours, où on est capable de faire bonne impression. Mais il faut surtout pas s'arrêter là. Et c'est là qu'on touche à la différence entre un bon orateur et un grand orateur. Un grand orateur, je dirais que c'est quelqu'un qui a pris le temps de poser sur le papier un diagnostic de l'état du monde, un diagnostic de ce qui ne veut pas que le monde devienne, et qui a mis le temps de poser sur le papier ce qu'il voudrait que le monde devienne. Donc finalement, c'est quelqu'un qui a réfléchi à son manifeste, c'est quelqu'un qui a réfléchi à sa dystopie, et c'est quelqu'un qui a réfléchi à son utopie. Et donc quand on regarde les plus grands orateurs, on prend quelqu'un comme De Gaulle, on prend quelqu'un comme Churchill, on prend quelqu'un comme Gandhi. Ce sont des gens qui ont passé une grande partie de leur vie à écrire des livres. C'est pas du tout comme les livres que les politiciens écrivent aujourd'hui, en fait, où leur conseiller en communication leur a dit « Vous devez écrire un bouquin parce que ça fait bien » et ils font un bouquin sur base d'interviews. C'est pas du tout ça, un grand orateur. Un grand orateur, c'est quelqu'un qui a vraiment pris le temps de poser sur le papier une vision du monde. Et pour moi, ça, c'est absolument fondamental pour être un grand orateur. Et pas seulement quelqu'un qui parle bien. Il faut donc écrire finalement pour bien parler. Tout à fait. Et si je peux juste creuser un petit peu ça, en fait, je suis convaincu que l'écriture, on me demande souvent en fait, comment est-ce qu'on fait pour structurer son discours ? Et en fait, ça passe par l'écriture. Ça passe par l'écriture parce que quand on prend le temps de poser nos idées sur le papier, on se crée des chemins de pensée et on se crée aussi ce que j'appelle des îlots d'éloquence. Et donc des îlots d'éloquence, ce sont des petits morceaux de texte qui sont bien écrits, bien formulés, et de sorte que quand on doit de temps en temps parler de façon impromptue, un peu comme dans une interview, on peut se raccrocher à des choses qui sont précises et à des choses qui sont belles. Alors, c'est le moment de vous présenter. Dites-nous un peu comment vous en êtes arrivé justement à travailler sur l'art de prendre la parole et de prendre le pouvoir par la parole. En fait, le métier que je me représentais quand j'étais adolescent, je rêvais d'être soit acteur, soit politicien. Et en fait, les deux se ressemblent. Et j'ai découvert la rhétorique en faisant un master. Donc, j'étais dans un master interdisciplinaire. Et on avait un cours de rhétorique qui était donné par une dame qui s'appelle Emmanuelle Damblon, que je salue. Et j'ai trouvé que c'était passionnant. Parce que autant le droit, c'était intéressant, autant la science politique, c'était intéressant. Autant le sentiment que j'avais avec la rhétorique, c'était que c'était l'artisanat de la politique. Dans le sens que c'est finalement avec les discours qu'on est capable d'avoir un impact sur la culture des gens
et qu'on est également capable de les mettre en mouvement, en produisant les bonnes émotions. Et la rhétorique donnait tout un tas d'outils pour faire ça. Et donc, je me suis très bien entendu avec ce professeur. J'ai fait mon mémoire avec elle, j'ai fait ma thèse avec elle, et donc j'ai obtenu un financement du FNRS, donc c'est l'équivalent du CNRS, mais en En Belgique. Belgique. Et donc j'ai fait une thèse en rhétorique, et ce qui me passionnait, et ce qui me passionne toujours, c'était de redécouvrir les outils et les exercices qu'utilisaient les citoyens dans l'Antiquité grecque et romaine pour se préparer à la prise de parole en public. Et donc il y a des traités de rhétorique où ces exercices sont consignés. Et ce qui est marrant, c'est que ces exercices nous sont parvenus un peu comme un jeu, mais dont on avait perdu le manuel. Donc par exemple, je vous donne un exemple d'exercice où quand on le voit, on se demande mais à quoi ça sert? Il y a un exercice qui s'appelle la prosopopée. Donc qu'est-ce que c'est la prosopopée? C'est un exercice dont l'objectif c'est de faire le discours depuis un autre point de vue. Donc par exemple, que dirait la ville d'Athènes si elle était assiégée? Que dirait Aristote aujourd'hui s'il débarquait et qu'il nous voyait? Et donc, on se retrouve avec des exercices comme ça qui ont l'air très stimulants intellectuellement, très originaux, mais à quoi ça sert? Et surtout, dans quel genre de progression on les classe pour pouvoir devenir un meilleur orateur et un meilleur citoyen? Et donc, c'est là-dessus que j'ai travaillé. J'ai travaillé là-dessus, à dépoussiérer ces exercices. Et puis après, j'ai commencé à les proposer à des professeurs de collège et lycée. Et à un moment, j'ai déposé un dossier pour pouvoir être professeur à l'université. Et on m'a dit, vous avez un très bon dossier, vous avez publié des livres, etc. Mais on m'a dit que c'était mieux que je retente l'année suivante. Et j'arrivais à un stade de ma vie où j'étais devenu papa, où j'avais besoin de travailler, où j'avais pas de temps. Et donc, j'ai décidé de plutôt lancer mon entreprise. Donc, une entreprise de formation en rhétorique. Et à côté de ça, j'ai lancé une chaîne YouTube parce que j'adorais donner cours. J'adorais le côté être face à des élèves, partager des idées, me demander comment est-ce que je vais faire pour les faire progresser. Et donc, pour pas perdre ce lien avec l'enseignement, j'ai lancé une chaîne YouTube. C'est très drôle d'ailleurs ce que vous racontez, les difficultés que vous avez eues très honnêtement à prendre, à réussir cette entreprise. Et vous expliquez qu'il vous a fallu apprendre aussi à vous vendre. Ouais, tout à fait. Et c'est là que c'est passionnant, c'est qu'il y a de la rhétorique, bien sûr, pour ceux qui pourraient vouloir faire de la politique ou défendre des idées, leurs principes, mais il y a également une vraie leçon, j'allais dire, au quotidien de vie en entreprise, de marketing. Enfin, ça touche à énormément de sujets. Tout à fait. En fait, quand on a passé du temps à l'université, on a de la valeur. Donc, on a de la valeur parce qu'on a un savoir qui est vaste. Quelqu'un, par exemple, qui a fait une thèse en philosophie, il pourrait être très utile à beaucoup de monde parce qu'il est capable de mener une discussion critique, parce qu'il est capable de tester des concepts. Il n'en a pas conscience. Et il ne sait pas comment présenter ce savoir d'une manière que les autres auraient envie de l'acheter. Et c'est ça, en fait, apprendre à se vendre. Et je sais que c'est quelque chose qui est très mal connoté. Quand on dit apprendre à se vendre, limite, c'est dire apprendre à se prostituer. Et moi, je lutte contre ça parce que, en fait, c'est la vraie liberté. C'est pas une liberté que de faire dépendre sa carrière d'une commission qui va nous dire oui ou non. La vraie liberté, c'est d'avoir le pouvoir d'utiliser sa petite tête, de se dire qu'est-ce que je peux sortir d'utile aux autres de ces petites têtes, et après d'avoir le courage de les présenter d'une manière où les gens auraient envie de l'acheter. Donc j'aurais tendance à dire que apprendre à se vendre, en fait, c'est la vraie liberté. Alors vous, justement, vous commencez votre livre par l'idée d'écrire un manifeste. Comme vous le disiez, il faut avoir déjà certains principes en tête, savoir ce qui compte pour soi-même pour pouvoir parler ou écrire. Quelles seraient, vos principales les principales lignes de force de ce manifeste? Alors, je pense qu'il y aurait une foi dans l'humanisme. Une foi dans l'humanisme par opposition au déterminisme. Alors, je sais qu'effectivement, on est déterminé par beaucoup de choses. On est déterminé par notre milieu culturel, on est déterminé par notre milieu social. Mais vu que j'ai été professeur, j'ai vu ce que c'est qu'une classe de départ avec des niveaux très disparates, et ce que c'est qu'une classe d'arrivée quand on a réussi à stimuler les gens, à travailler avec eux, à partir de ce qu'ils sont capables de faire et à le magnifier. Et donc, ce serait vraiment ça, mon manifeste, c'est ce que j'essaie de partager vidéo après vidéo. C'est bien sûr que des fois, on part de beaucoup plus loin que les autres, mais il faut avoir foi en cette capacité à progresser. Et moi, je le fais
depuis la rhétorique. C'est ça mon objectif, c'est que des gens qui ont une idée ou qui ont conscience d'un problème ne se situent pas en victime par rapport à ce problème, mais se demandent, mais ok, mais qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux faire par rapport à ça? Et je pense que dans mon manifeste, il y aurait aussi une petite envolée lyrique sur la chance que c'est que d'être un humain. Sur la chance que c'est que d'être un humain, sur la chance que c'est que d'avoir un cerveau, à savoir à ce jour peut-être un des outils les plus puissants. Enfin, on aurait pu être un ver de terre, quoi. On aurait pu être un cloporte. Et donc, quand on part dans la vie avec cette chance d'avoir cet incroyable outil qui est le cerveau, c'est génial. Donc, il faut trouver... Et je sais que c'est triste pour beaucoup de gens qui ont l'impression qu'ils sont dans une espèce de routine, qu'ils ont le couteau sous la gorge, qu'ils doivent bosser, etc. Et donc, ces gens-là, je les invite à, d'une manière ou d'une autre, faire un travail intellectuel. Et donc, c'est ce que j'essaie de faire sur ma chaîne en proposant des exercices, c'est que les gens puissent sortir un peu le nez du guidon et habiter quelque chose, habiter un peu plus cet incroyable continent qu'est le fait d'être un humain. C'est ça qui est agréable aussi, hein, vous donnez des exercices, vous proposez en tout cas des exercices. On n'est pas là passivement à recevoir, on a aussi l'injonction de s'y mettre, quoi, de travailler, et avec également toujours des éléments de, je sais pas comment vous les appelleriez d'ailleurs, de morale ou en tout cas de conseils de vie. Je sais pas comment vous l'exprimez, mais c'est vraiment passionnant. Alors, parmi vos vidéos, quelle est celle qui a le mieux fonctionné à ce jour? Celle dont je suis le plus fier, parce que c'était un sujet qui a priori n'avait pas de grande raison de marcher, c'était une vidéo contre la dictature de l'ironie. Et c'est une vidéo, c'est incroyable qu'elle ait fait peut-être 500 000 vues. Et j'étais parti de ce constat que il y a beaucoup de sujets, beaucoup de questions politiques, beaucoup d'invités qui sont abordés par le cadre de l'ironie. Donc il y a des comiques sur les plateaux, ou alors on fait des émissions d'information, mais il faut quand même se marrer de temps en temps, etc. Et moi, ce que je disais, c'était que l'ironie généralisée, c'est le symptôme d'une culture, c'est le symptôme d'une civilisation qui n'avance plus. Parce que qu'est-ce que c'est l'ironie? C'est une culture du pas de côté. C'est en fait, on n'est pas vraiment dedans. On est au second degré. On n'y va pas vraiment, on le fait pas vraiment. Et l'ironie, en fait, c'est le contraire de l'épique. C'est le contraire de cette idée, on y va. On y va, on n'a pas peur d'être des héros, on n'a pas peur de la grandeur, on n'a pas peur de la force. Et quand on dit ça aujourd'hui, il y a toujours quelqu'un pour dire « Ah, mais tu te prends pour qui ?» Et donc, c'est très difficile de sortir de ce stade de l'ironie. Et donc, j'ai essayé d'attaquer ce problème en vidéo. Et je suis vraiment très content que ce genre de vidéo marche et ça me donne beaucoup d'espoir pour mes contemporains. Alors, parmi les grands orateurs d'aujourd'hui, disons, que ce soit politique ou autre, et je ne parle pas des idées qu'ils défendent, hein, je parle vraiment de leur technique, quels sont ceux qui vous impressionnent le plus? Français ou étrangers, hein, Je suis assez navré par le niveau actuel de façon générale. Et j'encouragerais en fait justement les gens, pour justement avoir ce sursaut d'orgueil, à aller voir un peu plus loin. À aller voir dans nos grands auteurs, d'une part. Et si ils ont un petit peu de temps, aller voir les débats pendant la Révolution française. Ça, c'est un sommet. C'est magnifique. Les débats pendant la Révolution française, c'est un sommet. Il y a une collection d'ailleurs des meilleurs extraits d'orateurs de la Révolution. Je ne sais plus dans quelle collection c'est, je crois que c'est Folio, qui est génial. Alors, commencez par ça et insurgez-vous contre le niveau actuel. En fait, ce qui est génial, chez quelqu'un comme Robespierre, par exemple. Robespierre, c'est quelqu'un qui mêle deux influences. Il a d'une part l'influence des grands orateurs romains, ce qui lui permet de temps en temps de faire des incroyables envolées lyriques à la fin de ses discours. Mais il a également l'influence de la philosophie des Lumières, donc du rationalisme, ce qui fait qu'il est également capable de faire des démonstrations d'assez haut niveau à l'oral. Et donc quand on passe de l'un à l'autre, on a quelque chose qui ressemble à un sommet. Donc quand on lit quelque chose comme ça, après ça devient fade. L'actualité. Je vais revenir à l'actualité, mais il y a une autre chose que je recommanderais, c'est de lire une anthologie de ceux qui ont reçu le prix Nobel de littérature, des discours de réception de prix Nobel de littérature. Parce que là, on a quelque chose de chouette, parce que c'est souvent des grands hommes. Camus, par exemple, son discours, c'est génial. Ce sont des grands hommes, et ce sont des hommes et des femmes qui ont consacré leur vie à l'écriture. Et donc, quand ces deux choses entrent en même temps pour faire un discours, il y a du niveau.
Éric Zemmour, d'ailleurs, nous disait ici même que, effectivement, à ses yeux, le niveau politique était tombé parce que les politiciens actuels ne lisaient plus, et en particulier ne lisaient plus l'histoire. Est-ce que pour vous, l'histoire est aussi des éléments fondateurs pour être un bon rhétoricien? Ouais. Ce que je dirais pour commencer, c'est que je pense que quand même, les politiciens actuels ont une culture. Enfin, en tout cas, ceux qui ont 50, 60 ans, ils sont quand même bien biberonnés à l'histoire. Et on critique beaucoup Sciences Po, mais les gens qui sortent de Sciences Po, ils ont lu des trucs. Ils ont lu des trucs, ils ont une culture politique, ils ont une culture philosophique. Donc, je pense que pour expliquer le niveau de l'éloquence actuelle, il y a une question de médias. Il y a le fait que je pense que le discours n'existe plus. Un discours, c'était une rencontre entre un orateur et un public. C'est quelque chose qui prenait du temps. Et l'orateur emmenait vraiment les gens en voyage. Alors qu'aujourd'hui, c'est possible de mettre l'orateur sur pause, c'est possible d'en couper un morceau, c'est possible Donc le discours est quelque chose qui disparaît. Et c'est pour ça qu'on a cette chance d'avoir de nouveaux médias où on peut s'installer plus dans le développement, parce que je pense qu'on va avoir tout intérêt à renouer avec un art de la tirade. Regardez la tirade Enfin, vous prenez Corneille, vous prenez le Cid. C'est des sommets, les tirades. Moi, je veux ça. Je veux entendre ça quand un homme politique prend la parole. Et au début, les gens vont se moquer de lui, ils vont dire « Mais qu'est-ce que c'est que ce style? Qu'est-ce que c'est que ce ton ?» Mais il faut réimposer ça parce que Georges Marchais avait encore ce ton de tribunicien, quoi. Ou Mais Jean-Marie oui. Le Pen. Mais oui. C'était les deux grands orateurs, d'ailleurs considérés comme parmi les meilleurs dans les années 80. Il faut renouer avec ça. Et effectivement, au début, les gens vont se dire « Mais pour qui il se prend? Qu'est-ce qu'il fait? » etc. D'ailleurs, Macron, c'est pas si mal, hein. Le discours que Macron a fait pour la commémoration de l'anniversaire, c'était l'anniversaire de la mort de Napoléon? C'était, oui, le bicentenaire de sa mort. D'accord. C'est pas si mal, hein. Parfois, il a des petits problèmes d'élocution, c'est pas puissant. Je trouve que c'est insincère. Enfin, on n'a jamais l'impression... On voit toujours un comédien, à mon sens. Mais bon, là, je donne mon humble avis. Mais Peut-être que des fois, il a du mal à habiter ce costume, mais quand on prend le temps de mettre de côté les appréhensions qu'on pourrait avoir sur le personnage et qu'on s'installe dans ce discours-là en particulier, c'est pas mal, hein. Il y a du fond, c'est bien organisé. C'est un vrai homme de culture, en l'occurrence. C'est un grand lecteur. Donc c'est certain, mais là je parlais plus de la posture, mais effectivement ouais, c'est là vrai. c'est difficile Il à juger. y a quelque chose, de toute façon, c'est pas un grand orateur. C'est pas du niveau de... Enfin voilà, quand on compare avec les orateurs de la Révolution, on sent que ça va pas, quoi. Mais c'est pas si mal. Livre Noir, c'est votre média. Une formule élégante, qui en 3 mois, grâce à votre soutien, a diffusé près d'une 30aine de portraits intimes et originaux. Et cela sans autre moyen que notre passion. Nous avons décidé de franchir une nouvelle étape en lançant une web TV. Pourquoi ? Pour être la grande peur des bien-pensants. Pour continuer notre travail en cas de censure YouTube et pour vous offrir d'autres formats inédits, documentaires, débats, reportages. Alors si vous appréciez Livre Noir, abonnez-vous. N'hésitez pas à vous rendre sur notre site et à nous envoyer vos dons. Et merci à tous ceux qui nous soutiennent déjà. Et qui aurait-il d'autre alors en dehors d'Emmanuel Macron On cite souvent Jean-Luc Mélenchon par exemple, qui est l'un des seuls à ma connaissance à écrire ses discours et surtout à les retenir et à les dire sans note ou quasiment. Un des sommets pour moi chez Mélenchon, c'est le discours d'hommage à l'Assemblée qu'il a fait après l'assassinat de Beltrame. Magnifique. En fait, ça c'est très bien parce que alors déjà, ça s'appelle un discours épidictique en rhétorique. Donc ça s'appelle épidictique et donc c'est quand il y a une crise, quand il y a un choc, l'objectif c'est d'en profiter pour qu'il n'y ait pas de dispersion. En fait, quand il y a un choc, les gens sont sidérés et donc vont avoir tendance à se replier sur des comportements de survie, donc sur des comportements plus individualistes. Et c'est pour ça que le chef doit prendre la parole pour remettre du commun. Parce qu'en vrai, c'est en faisant corps qu'on se sort des crises. Et donc, c'est pour ça qu'on va avoir des formules du type en fait, non, l'ennemi n'a pas gagné.
l'ennemi n'a pas gagné parce que en fait, c'est la victime qui est devenue le héros. La victime est devenue le héros parce que son acte est 1000 fois plus beau que celui de ce sinistre théorique, ce sinistre terroriste. Donc ça, c'est très beau. Et l'autre chose qui était belle, c'est il a pris un risque. Je ne sais pas si le terme c'est magnanime, mais il a pris le risque, alors que dans son public, il y a des complotistes, alors que dans son public, il y a des gens qui n'hésiteraient pas à dire finalement les attentats sont organisés par l'État pour instaurer un régime sécuritaire et je ne sais pas quoi. Il a pris le risque de dire non, mais moi, nous vous soutenons, mon parti vous soutient et nous soutiendrons les mesures que. Et donc, en fait, l'épidictique, ça fait ça, c'est on ouvre une parenthèse dans la division habituelle du jeu politique pour essayer de faire émerger un sentiment de concorde. Et donc ça, il l'a très bien fait. Et après, le jeu politique reprend son cours, il critique le gouvernement, il n'y a pas de problème. Mais avoir le cran et la capacité rhétorique de faire un vrai beau discours épidictique, c'était bien. Il y a un passage émouvant, là, je reviens à votre livre, quand vous citez la lettre écrite par Gandhi Ouais. à Hitler. Est-ce que vous pouvez nous raconter un peu? C'est surprenant, hein. Très. C'est très surprenant. Et donc, en fait, je parle de ça pour évoquer l'importance d'écrire un manifeste. Pourquoi est-ce qu'on a besoin d'écrire un manifeste? Parce que si on n'a pas pris le temps de faire un diagnostic sur l'état du monde, on est des jouets. On est une feuille morte qui peut se balancer au gré des tempêtes. On ne sait pas si le monde va bien ou mal si on n'a pas pris le temps d'écrire un manifeste. On est juste un réceptacle à l'idéologie des autres. Gandhi a pris ce temps. Gandhi a pris ce temps non seulement d'écrire son manifeste, mais en plus, avant beaucoup de monde, il a pris le temps de lire le manifeste d'Hitler. Donc il savait ce qui allait se passer. Avant beaucoup de monde, il avait l'idée que bah, quelqu'un qui écrit ce genre de texte comme l'a pu l'écrire Hitler, qui prend le pouvoir, bah, ça emmène le monde vers une catastrophe. Et donc il a effectivement écrit à Hitler très tôt. Très tôt, avant que les autres puissances européennes se disent il va y avoir un gros problème, il a écrit à Hitler pour essayer de le convaincre à la non-violence, pour essayer de le convertir à la non-violence. Donc évidemment que ça avait peu de chances d'aboutir, mais en tout cas, il a essayé de se lancer dans ce combat idéologique face à face entre la culture impérialiste et raciste d'Hitler et cette idée plus universaliste et non violente qu'il défendait. Et ça vaut le coup d'aller lire cette lettre parce que c'est un document historique étonnant. Alors, est-ce que vous avez des techniques pour échapper aux manipulations de masse, justement, soit par la rhétorique, soit tout simplement par l'information, et souvent d'ailleurs l'excès d'information qui devient une forme de désinformation? Comment garder la tête froide? Est-ce qu'il y a des astuces? J'aime bien intégrer dans ma routine de travail des moments où je travaille en isolation totale, donc où je fais une bulle. Et moi, je travaille sur des comment. En fait, c'est un petit peu ça, le cœur de mon métier, c'est que je travaille sur des comment. Des choses du type comment persuader, comment développer son style, comment convaincre sans manipuler. Et donc, il y a évidemment des tonnes de livres qui ont écrit sur ce genre de choses. Il y a beaucoup de gens qui en ont parlé. Et moi, ce que j'essaie de faire, c'est de me poser tout seul face à ce genre de questions et de prendre le temps de la développer en m'appuyant non pas sur des choses que j'ai lues, mais sur des choses que j'ai vécues, sur mon expérience. Et je considère que j'ai terminé quand j'ai une série de points, une série d'idées. Et je pense qu'il faut prendre le temps de temps en temps de faire ça, de travailler en autonomie. Enfin, ouais. Alors, vous parliez au début de notre conversation de l'importance du style, avec la citation de Rivarol. Vous citez bien sûr les grands courants stylistiques, le baroque, le classique, le romantisme, le naturalisme. Vous-même, quels sont les auteurs que vous trouvez là, vraiment, vous, Victor Ferry, qui vous ont le plus transporté par leur style? En gros, qui vous a appris à aimer la lecture? C'était pas si mal le programme, j'ai trouvé, qu'on a eu au lycée. Donc, quand j'ai lu le Rouge et le Noir, j'ai beaucoup aimé. Est-ce qu'il existe? Je ne sais pas s'il est encore au programme, mais Ah en ouais, tout mais cas, ça, j'ai beaucoup aimé. moi, j'avais les Confessions de Rousseau. Ouais, les Confessions de Rousseau, c'est un petit peu larmoyant, Mais pas c'est très... un très beau style. C'est un style très net, très propre, le style du XVIIIe siècle, d'une précision absolue, quoi. Tout à fait. Chaque mot est pesé. J'aime bien celui-là pour l'intrigue, Ouais. parce que c'est très intéressant. J'ai beaucoup aimé aussi les Illusions perdues de Balzac. Magnifique. Ça, j'aime bien parce que, en fait, il s'appelle Les Illusions perdues, mais je trouve que c'est un livre optimiste. La fin est cruelle, mais...
Parce qu'il se bat quand même. Il se bat pour son rêve, qui est celui de devenir un auteur, de devenir un écrivain, de devenir quelqu'un qui fait avancer la pensée. Et donc j'ai beaucoup aimé ça. Enfin, c'est ce genre de livre où il y a une vie dedans, où il y a tout un univers dedans. Et sinon, les Russes, en fait, il y a quelque chose qui est très intéressant dans L'Idiot de Dostoïevski, par exemple. Parce qu'il y a une différence, je trouve, entre la littérature russe et la littérature française. C'est que dans la littérature française, on va s'installer dans la tête des personnages. Alors que je trouve que dans L'Idiot, le personnage, il est saisi uniquement par son comportement. Et donc, on le voit agir, C'est mais on se très demande, juste. mais qu'est-ce qu'il fait? Est-ce qu'il est vraiment fou ou alors est-ce qu'il est profondément bon? Et on n'a pas des passages où on passe par ce qui se dit, par son dialogue intérieur. Donc, ce genre de choses, j'aime beaucoup. Et sinon, je suis très touché par le style classique. Donc le style classique, Corneille, ouais, justement, les tragédies en vers, les comédies en vers. avec Racine au sommet ou... Non, pas Ben, je forcément. mettrais peut-être Corneille et Molière Plutôt au-dessus, hein. Corneille. Et D'accord. Molière. Et Molière. Molière, c'est génial. Et en fait, je trouve que quand c'est possible de faire bah, cet écho, ce dialogue entre la forme et le fond, il y a quelque chose, au bout d'un moment, quand on écoute des gens qui nous parlent en vers, c'est tout à fait... c'est intimidant, tellement c'est beau. Et c'est un exercice que j'essaie de pratiquer de temps en temps, de me dire, et je conseille aux gens de le faire, c'est de vraiment faire leur discours en deux temps. Un temps où ils font la structure du discours et où ils mettent leurs idées sur le papier, et un temps où ils se demandent comment est-ce que je vais donner un peu d'éternité à ces idées. Et c'est là que les rimes entrent en jeu. Et c'est un jeu très agréable de se dire, OK, vu que j'ai un mot comme ça, comment est-ce que je vais le faire rimer? Donc on doit trouver une idée, un mot qui va avec ça. Donc j'aime beaucoup cet effort qu'il y a dans le style classique de trouver un équilibre parfait entre la forme et le fond. Là où c'est difficile aujourd'hui, ce genre d'exercice, et merci de les proposer d'ailleurs, c'est que rien ne nous y invite au quotidien. Hmm. Twitter, c'est très peu de caractères, l'orthographe, n'en parlons plus. Or, l'orthographe défigure le style aussi. C'est-à-dire quand Hmm. vous pouvez avoir un magnifique vers de Corneille, mais le passage du Cid, s'il est bourré de fautes ou en écriture inclusive, enfin, et c'est difficile de garder. Donc, oui, comment garder cette discipline, cette rigueur, s'enfermer, comme vous le disiez? Est-ce qu'il y a d'autres solutions? Lire, justement. Mhm. Mais en fait, c'est une assez bonne nouvelle parce que ça veut dire qu'il y a un combat. En fait, il faut toutes les fois où il y a eu des belles avancées au niveau de la littérature et de la culture, c'est qu'il y a eu un combat. Dans mon livre, je pars de la défense et illustration de la langue française, de Du Bellay. Donc c'est vraiment cette idée, c'est un homme qui voyait qu'autour de lui, tout le monde parlait en latin. Tous les intellectuels parlaient en latin et écrivaient en latin. Et à un moment, il s'est dit, mais non, mais c'est plus possible. Il faut qu'on prenne la défense de notre langue, sinon notre langue va disparaître. Et donc, il a fait ce travail d'essayer d'inventer des néologismes, de traduire les mots latins en français, d'écrire de la poésie en français pour voir ce que ça donne. Finalement, est-ce que ça sonne pas bien, etc. Et donc, si aujourd'hui, il y a tout qui milite pour nous pousser à écrire de façon plus courte, à écrire de façon plus directe, et bien justement, c'est chouette, ça veut dire qu'il y a quelque chose face auquel on peut résister, et il y a une possibilité de se démarquer. Parce que c'est ça aussi l'objectif du style. Si tout le monde aujourd'hui s'exprimait en vers, bah, ça aurait moins d'intérêt. Ce qui est justement intéressant, c'est d'avoir cette densité de culture, de connaître la manière dont nos frères humains se sont exprimés à travers les siècles, pour pouvoir se dire, je suis libre. Je suis libre, je ne suis pas obligé de suivre le style de mon temps. Alors, une question, je pense qu'on s'est tous posée quand on était face à nos commentaires composés au lycée, justement. Est-ce que tous les procédés de style que l'on lit chez les grands auteurs ou que l'on voit chez les tribuniciens politiques sont volontaires ou est-ce que c'est pas finalement une imprégnation et j'allais dire presque une inspiration, quoi? Est-ce que c'est vraiment travaillé? Est-ce que c'est travaillé au point que, voilà, si on voyait les coulisses, ça nous dégoûterait? J'en sais rien. Hmm. En fait, ce que j'aurais envie de dire, c'est plus si vous, le public, vous voyez quelque chose que vous trouvez joli. En fait, la question, c'est pas est-ce qu'il l'a fait exprès. La question qui doit vous intéresser, c'est comment moi, est-ce que je pourrais le faire? C'est ça qui est intéressant. C'est ça qui est important.
Et donc, effectivement, mais oui, ça revient souvent dans mes vidéos, hein, quand je décrypte la manière dont un tel ou un tel débat, ou un tel parle, etc. Les gens disent, oui, mais chez lui, c'est naturel, etc. Mais on s'en fiche. Ce qui est important, c'est vous. Si vous trouvez que ce qu'il fait, c'est chouette, bah, comment est-ce que ça fonctionne? Qu'est-ce qu'il y a derrière? Comment est-ce que je pourrais le reproduire? Mais sinon, évidemment, quelqu'un qui écrit quelqu'un qui écrit des vers, quelqu'un qui écrit des romans, eh bien, au début, il en passe par un apprentissage, puis après, ça devient une seconde nature, et il est capable de le faire de façon beaucoup plus automatique. Alors, art de la rhétorique, mais finalement, pourquoi pas atelier d'écriture? Ça vous a traversé l'esprit ou vous l'avez déjà fait? Mhm. Parce qu'il y a la dimension politique qui est importante. Ce qui m'intéresse dans le style, c'est que ça permet de mettre des idées sur un piédestal, que le public s'en empare et que le public, face à un orateur, sente qu'il se passe quelque chose, qu'il a envie qu'il se sente édifié, qu'il se sente un petit peu défié moralement. Mais la finalité, c'est que le monde change. Donc la rhétorique, c'est ça. La différence entre la rhétorique et la poétique, c'est que la finalité de la rhétorique, c'est à la fin d'être face à des gens et de leur partager des idées qui vont être le point de départ d'un mouvement. Si vous pouviez choisir une personne vivante ou morte, à qui vous donneriez des conseils pour être plus convaincant, qui serait-ce? Quelqu'un qui est peut-être justement passé à côté de son combat parce qu'il lui a manqué les outils rhétoriques. Je prendrais peut-être Aurélien Barraud. Mais peut-être qu'il m'aimerait pas du tout, hein. Peut-être qu'il m'aimerait pas du tout et qu'il me trouverait pas sympathique et qu'il me dirait qu'il fait exactement ce qu'il doit faire, etc. Mais vous le trouvez pas convaincant? Ah, ça m'intéresse. Vous le trouvez Alors, pas en suffisamment fait, convaincant le problème, c'est qu'il est très convaincant pour les gens qui partagent sa sensibilité politique. Il est en plein dans la malédiction du militant. Il est dans la malédiction du militant. Et qu'est-ce que c'est que la malédiction du militant? C'est qu'on est tellement convaincu que notre cause est juste, est belle, etc., qu'il suffit de la dévoiler pour que les gens s'en emparent. Mais si on veut que les gens qui ne sont pas déjà convaincus s'emparent d'une cause, bah, il faut raisonner autrement. Et il faut raisonner un peu plus, et je vais dire le mot tragique, il faut raisonner un peu plus comme un publicitaire, partir des besoins et des intérêts du public auquel on s'adresse et voir comment est-ce qu'on peut leur faire comprendre, mais regarde, en fait, tes besoins et tes intérêts s'alignent avec cette cause dont je te parle. Donc j'aimerais bien aider Aurélien Barraud à être audible au-delà de, bah, j'ai envie de dire, de l'extrême gauche. Alors, il faut être un peu philosophe, un peu expert et un peu vendeur. Oui, tout à fait. Vous pouvez nous en dire plus? Tout à fait. Donc, en fait, la base pour que nos idées ne reposent pas sur du sable, c'est de faire un travail de. Il faut apprendre l'argumentation, il faut apprendre la dialectique, il faut bien comprendre la différence entre la vérité et la validité. Il faut avoir un répertoire de questions pour diagnostiquer un problème. Depuis quand le problème a commencé? Est-ce que le problème fait mal? Depuis quand est-ce qu'il dure? Qu'est-ce qui a déjà été fait pour essayer de régler ce problème? Il faut avoir une batterie de questions pour tester les solutions. Est-ce que c'est efficace? Est-ce que c'est facile? Est-ce que ça va avoir les résultats attendus? Est-ce que c'est moral, cette solution, etc. Donc tout ce travail, en fait, c'est un travail, on peut s'y former par la philosophie. Parce que la philosophie, c'est ça. La philosophie, c'est un art de la critique, c'est un art de travailler sur les idées, c'est un art de travailler sur les concepts. Et à côté de ça, il faut effectivement être capable de faire des discours qui embarquent le public, de faire des discours qui sont capables de faire que les gens vont être touchés par notre discours. Et je pense que si on veut que les gens passent effectivement à l'action, il faut prendre des techniques qui, aujourd'hui, avant on appelait ça la persuasion, on appelait ça la rhétorique, mais ceux qui récemment ont le plus investi d'argent pour que ces techniques soient efficaces, bah, ce sont les gens du marketing. Parce que le marketing, ça fonctionne quand à la fin, il y a une décision qui est prise. La décision, c'est l'achat, mais on peut utiliser le même genre de technique pour que les gens arrêtent de fumer, se lavent les mains, enfin ce qu'on veut en fait. Donc il faut mêler les trois. Il faut être capable de produire de bonnes idées, il faut être capable de les structurer dans des discours qui sont non seulement efficaces, mais aussi élégants, et il faut être capable de déboucher sur des actions. Quels sont les traités de rhétorique du passé que vous trouvez les plus convaincants? Par exemple, je pense à Schopenhauer et de l'art d'avoir toujours raison, ou effectivement chez les classiques que vous citiez, vous citez, je ne sais plus si c'est Tertullien ou
Quintilien, peut-être. Ouais, Quintilien, c'est bien. Voilà. Quintilien, ça vaut la peine. D'autant plus parce qu'il y a il y a une version électronique que les gens pourront trouver sur un site qui s'appelle Remacle. Donc, s'ils tapent Quintilien, institution oratoire, Remacle, ils vont tomber sur une version électronique qui est très bien. Et moi, ce que je conseillerais aux gens de faire, un traité de rhétorique, ça se lit pas de bout en bout. On choisit une section, on la lit, et on se demande, dans ce prochain discours que je dois faire, comment est-ce que je vais pouvoir appliquer cette chose précisément? C'est comme ça qu'on élargit notre gamme rhétorique. Et le traité de Quintilien est intéressant aussi parce qu'il y a beaucoup de réflexions sur l'éthique, sur ce que c'est que ce que doit être l'éthique d'un orateur et aussi ce que doit être la culture, le bagage intellectuel d'un orateur. Vous pourriez imaginer de travailler en politique un jour? Vous nous avez dit que vous rêviez un peu de faire de la politique plus jeune. Alors, sans être forcément sur la scène, mais de conseiller un homme politique. Pas tellement. En fait, je trouve que c'est très important pour que mon travail soit fait de façon efficace, de bien faire une différence entre ce que serait un expert de l'opinion et ce qu'est un expert de l'éducation. Et si, en fait, je commençais à m'investir corps et âme pour un politicien. Et puis, le truc, c'est que, comment dire, imaginons que j'aide un politicien à faire un excellent discours. J'ai aucun levier pour que ses actes coïncident avec le discours qu'il a fait. Alors que moi, quand je parle, je peux le faire. Et si j'arrive pas à être aligné entre mon discours et mes actes, c'est de ma faute, c'est mon problème, c'est ma réputation. Alors, donner mes mots à quelqu'un sans avoir de contrôle après sur son comportement, c'est une première chose qui me retiendrait d'aller vers la politique. Et la deuxième chose, c'est que j'ai envie que tout le monde soit bienvenu dans ma classe. Parce que je considère que je ferai un travail utile et un travail intéressant si je peux permettre à tous mes concitoyens de devenir un petit peu meilleurs. Parce que, en fait, s'il y a vraiment quelque chose qui me tient à cœur, c'est que les gens qui sont inefficaces, ce sont des gens qui, après, nourrissent du ressentiment. Et plus on a de ressentiment dans une société, plus c'est malsain et plus c'est mauvais pour l'intelligence. Et donc, si je suis capable d'aider les gens qui me suivent, quel que soit leur bagage politique de départ, de progresser un petit peu, je considère que je fais ma contribution civique à la société. Alors, quand on nous dit que lors d'un entretien d'embauche, tout est joué dans les premières secondes avant presque d'ouvrir la bouche, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que c'est vrai? Est-ce que donc ça ne sert à rien d'apprendre la rhétorique parce que de toute façon notre allure, notre gestuelle nous ont déjà mis dans une case? Il y a un vrai impact effectivement de la relation qui se joue avec les personnes. Et en fait, c'est une erreur de baser une décision de recrutement sur une relation, sur un petit entretien comme ça, parce que en fait, on ne peut pas évaluer les compétences d'une personne sur ce genre de situation qui est tout à fait... c'est pas du tout naturel. C'est pas quand on est stressé qu'on est capable de donner le meilleur de nous-mêmes. Donc, ce qu'on évalue dans un entretien d'embauche, c'est est-ce que cette personne est forte dans un entretien d'embauche? Donc, il faudrait... pour évaluer une personne, il faudrait... et d'ailleurs, les procédures de recrutement évoluent. On accorde beaucoup plus de temps à essayer de donner des petites tâches à faire pour voir comment les gens se comportent dans différentes situations. Mais encore, c'est autre chose. Disons que la rhétorique, je ne dirais pas que ça va être la chose la plus décisive pour passer un entretien d'embauche. Par contre, si on veut gravir des échelons, ça va devenir fondamental. Parce que, si on est manager, là, effectivement, ce qu'il va falloir faire, c'est de regarder que les gens font le travail. Mais si on veut que les gens ne deviennent pas des machines, il faut être capable de temps en temps de leur rappeler la vision, il faut être capable de leur rappeler les valeurs, il faut être capable de leur rappeler qu'est-ce qu'on fait ensemble bon sens. Et ça suppose d'avoir un certain niveau en rhétorique. Alors, qu'est-ce que vous appelez l'erreur de Descartes? C'est pas moi qui appelle l'erreur de Descartes, c'est issu d'un livre d'un neurophysicien, ou il est peut-être chirurgien, qui s'appelle Antonio Damasio. Et en fait, il a étudié un patient qui était un pauvre homme qui faisait, je pense, du forage et qui a, dans une mauvaise manipulation avec de la dynamite, a eu une partie de son cerveau qui a sauté. Et on s'est retrouvé donc avec cet homme qui était capable de résoudre des petits problèmes logiques, etc. Mais qui, quand on lui demandait des choses aussi bêtes que quand est-ce qu'on se revoit, il était incapable de prendre une décision.
Et en fait, ce que ce genre de passion montre, ce que ce genre de patient montre, c'est que pour prendre une décision, on ne le fait pas seulement avec un calcul logique du type je vais peser le pour et le contre. On prend une décision lorsqu'on est capable d'y associer un affect. Donc typiquement, quand on se demande est-ce que je vais à cette soirée, on va faire tourner dans notre tête des souvenirs de soirées qui peuvent ressembler à cette soirée. Et ce qui va être déterminant, c'est pas le pour et le contre, c'est est-ce qu'on se dit si c'est comme la dernière fois, c'est hors de question, ou si on se dit si c'est comme la dernière fois, ça va être chouette, ok, j'y vais. Et donc, pourquoi c'est important? Parce que ça permet de bien comprendre la différence entre persuader et convaincre. Vous allez convaincre quelqu'un si vous changez son opinion. Donc si à la fin il se dit ok, fumer c'est mal, ok, je suis d'accord avec toi. Par contre, ça ne veut pas dire qu'il va arrêter de fumer. Persuader, c'est quand vous êtes capable de faire que l'accord de l'autre est suivi d'actes. Et donc, ça suppose de taper à un endroit qui est complètement différent. Ça suppose de donner de bonnes émotions. Persuader, c'est un travail sur la motivation. Et donc, l'erreur de Descartes, c'est ça. Parce que Descartes était convaincu qu'on pouvait régler tous les problèmes avec des chaînes de raisonnement. Mais en fait, une chaîne de raisonnement, ça permet de convaincre quelqu'un, ça ne permet pas de le disposer à agir. Et de le persuader, donc. C'est ça. Les présidentielles approchent. C'est un peu le grand moment politique en France, dans la Ve République. Est-ce que vous allez faire des vidéos sur chacun des candidats, être un peu au cœur de cette grande course jusqu'à mai prochain? Ou est-ce que, au contraire, vous préférez prendre de la distance et que ça vous dégoûte un peu? C'est une vraie question que je me pose à l'heure actuelle. S'il y a un deuxième tour, en fait, je ne sais pas en fait, ce qui est possible ou pas possible, mais s'il y a un deuxième tour Le Pen-Macron, ce serait super intéressant. Parce que c'est rare en fait de pouvoir comparer. Et oui, avec ce serait super intéressant. 2017. Bah ouais, parce et de que... voir tous les changements Mais oui. rhétoriques, justement. Voilà, de se demander comment est-ce qu'ils ont été coachés, comment est-ce qu'ils ont essayé de construire leur image par rapport à ce qu'ils avaient fait avant, etc. Donc c'est très chouette, mais... En fait, je reste un citoyen. Et donc, je suis aussi affecté par les résultats, par ce qui se passe, etc. Et donc, j'ai peur de ne pas avoir le recul nécessaire pour traiter un événement aussi chaud, aussi investi émotionnellement, en pouvant garder mon rôle de professeur. Donc, si je le sens, je vais y aller. Parce que de toute façon, en fait, quand on analyse une personne, quand on dit il est bon ou mauvais en rhétorique, il y a toujours une partie du public qui va dire tu dis ça parce que tu l'aimes pas, tu dis ça parce que tu es de gauche, tu dis ça parce que tu es de droite. Donc de toute façon, ça fait partie du métier. Mais si je suis capable, pendant cette période où les gens vont s'engueuler, vont se disputer, où on va être extrêmement polarisé, si je suis capable d'ouvrir une parenthèse où les gens prennent du plaisir intellectuel et où les gens peuvent progresser un petit peu dans leur rhétorique, je le ferai. Est-ce que vous auriez envie d'écrire autre chose qu'un manuel de ce type, mais vraiment un roman, où vous libérez justement j'allais dire, de cette protection, un peu qui est un plan justement de formation. Et voilà, est-ce que ça vous fait envie? Est-ce que c'est un de vos rêves? Peut-être en fait, il n'y a pas longtemps, j'ai donné aux gens qui sont qui travaillent sur ma chaîne secondaire, donc l'atelier de rhétorique, je leur ai donné cet exercice d'écrire la première page de leur roman. Et j'ai trouvé ça très beau, en fait, de lire tout ça, de voir toutes les choses qu'ils ont créées, de voir, en fait, cette capacité à créer un univers, à le rendre cohérent. C'est un exercice qui est très beau et très agréable. C'est peut-être quelque chose que je ferais, mais de ce que j'ai essayé jusqu'à présent, en fait, il y a toujours un moment où j'ai un sentiment, je sais pas, un petit peu de tristesse. Quand j'écris de la fiction, de me dire, mais ces gens, en fait, je peux leur donner les valeurs qu'ils veulent, enfin, je peux en faire des gens beaux, qui font des choses belles, etc. Ça reste un roman. Et j'ai aussi ce sentiment quand je termine des romans mondes, des romans qui sont beaux, des romans univers. En fait, ça se termine et je me dis, mais le réel n'est pas encore au niveau de la fiction. Et donc, c'est pour ça que je considère que mon plus grand combat, c'est ça. J'ai envie qu'il y ait autour de moi, parmi mes contemporains, des gens qui ont autant de gueule que ce qu'on peut trouver dans les meilleurs romans. À la fin donc de votre livre, vous terminez par les 10 commandements du bon orateur. Alors, on va peut-être pas faire la liste des 10, mais quels sont ceux qui vous semblent les plus essentiels? Je dirais que c'est de toujours essayer d'emmener son public de l'ombre à la lumière.
En fait, quand on fait un discours, on a besoin de commencer par des problèmes. On a besoin de commencer par décrire les problèmes parce que c'est ça, en fait, qui font qu'on a l'attention des gens. Les gens vont nous écouter s'ils sentent qu'on parle de quelque chose qui les concerne et qui est potentiellement dangereux pour eux. Il y a des gens qui passent une vie à s'installer dans la description des problèmes. Et ça marche en fait. Ça marche, ça devient une drogue. Quand on devient monsieur, je dis que tout va mal, voilà, on a un public, etc. Le problème, c'est que si on ne fait pas cet effort à un moment d'avoir un petit levier émotionnel où on dit quelque chose du genre, mais c'est justement parce que la situation est catastrophique que vous avez la chance de faire des choses héroïques, que vous avez la chance de devenir des grands hommes, et ben, je trouve qu'on perd son temps. Et donc, mon conseil, ce serait ça. Ce serait, quel que soit le tragique de la situation, essayer de faire partie de ceux sur qui on peut compter. Et donc, ça suppose, dans toutes vos interventions, dans tous vos discours, d'essayer d'aller de l'ombre vers la lumière, d'aller d'émotions tristes vers des émotions comme l'espoir et la détermination. Alors, vous rentrez de Belgique, vous allez vous installer en France, donc redécouvrir un pays que vous avez quitté il y a un certain nombre d'années, si j'ai bien compris. Les Français se plaignent souvent beaucoup, à tort ou à raison, ça c'est difficile à dire, mais qu'est-ce qui vous donne justement encore de l'espoir quand vous portez un regard neuf comme ça en rentrant en France? Qu'est-ce qui vous donne de l'espoir dans ce pays? Faut se balader. Enfin, si on se balade un petit peu et qu'on traverse la France, enfin, je sais pas, entre les châteaux de la Loire, Carcassonne, enfin, les paysages, les musées, quelle que soit la ville dans laquelle on va, on tombe dans un musée avec des choses incroyables qui nous montrent à quel point notre patrimoine est beau et notre patrimoine est grand. Et j'avais commencé d'ailleurs une série sur ma chaîne secondaire où quand je me baladais dans une ville française, je regardais un petit peu sur Wikipédia quels étaient les grands auteurs de cette ville. Et après, bah, je faisais une vidéo où je présentais un texte de ces auteurs. Parce que, en fait, moi, ce que j'aimerais bien créer, je le dis dans cette formule, mais c'est j'aimerais bien relancer un raz-de-marée d'intelligence, quelque chose qui ressemble à une renaissance. Parce qu'il y a des gens qui pensent dans toutes les villes de France, même dans tous les villages de France, il y a des gens qui pensent, il y a des gens qui sont créatifs. Et j'ai envie que ces gens se sentent moins seuls. Et peut-être qu'ils aient moins les yeux tournés vers la grandeur passée et qui se disent, mais si c'est pas nous, qui va le faire? C'est une très belle conclusion. Donc aux écrivains de demain et aux créateurs de demain. Vous avez un dernier conseil, un dernier mot éventuellement? Hmm. Vraiment ça, de pas être l'esclave de l'humeur du temps, parce que un leader, un héros, c'est quelqu'un qui est anticyclique. C'est quelqu'un qui parvient à redoubler d'espoir quand tout le monde déprime. Parfait. Eh bien, merci Victor Ferry pour ce moment qui nous a permis de vous découvrir, de découvrir votre travail, de découvrir vos vidéos que je recommande vraiment chaleureusement à ceux qui nous écoutent parce que eh bien, nous cherchons à proposer des entretiens longs et je pense que vos vidéos permettent aussi de décrypter justement tout ce qu'on voit au quotidien et d'apprendre à, oui, à voir l'envers du décor et de façon intelligente et bienveillante. Merci encore donc à tous qui nous suivez. N'oubliez pas que vous pouvez podcaster cette émission sur aussi bien Apple Podcast que Deezer que Spotify et puis continuez à vous abonner, à parler de nous autour de vous et surtout un très bon mercredi. Livre Noir, c'est votre média. Une formule élégante qui en 3 mois, grâce à votre soutien, a diffusé près d'une trentaine de portraits intimes et originaux. Et cela sans autre moyen que notre passion. Nous avons décidé de franchir une nouvelle étape en lançant une web TV. Pourquoi ? Pour être la grande peur des bien-pensants. Pour continuer notre travail en cas de censure YouTube et pour vous offrir d'autres formats inédits, documentaires, débats, reportages. Alors si vous appréciez Livre Noir, abonnez-vous. N'hésitez pas à vous rendre sur notre site et à nous envoyer vos dons. Et merci à tous ceux qui nous soutiennent déjà.